Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Eva Greenwell. Je suis une étudiante à BYU. J'étudie le français et l'histoire de l'art. Et comme invitée avec moi aujourd'hui, j'ai Anna Rollins. Anna est une francophone native. Elle a été née et a été élevée à Paris, puis a reçu son baccalauréat d'une école française à Washington, D.C. Et maintenant, elle étudie les relations internationales à BYU aussi. Aujourd'hui, sur notre podcast, on va parler de la destruction du patrimoine culturel et quand il faut l'arrêter. On va discuter cette question dans le contexte de 3 pays, l'Ukraine, l'Iran et les États-Unis. Alors, avant qu'on puisse discuter cette question, avant qu'on puisse répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le contexte de ce qui se passe dans chacun de ces pays. Alors, on va commencer avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Tout le monde est au courant, bien sûr, avec la guerre contre la Russie qui se passe en Ukraine. La Russie essaye de prendre contrôle de l'Ukraine, mais tout le monde n'est peut-être pas aussi courant avec comment cette guerre impacte les sites et les artefacts d'importance culturelle au peuple ukrainien. Donc on sait pour l'instant que la Russie ne cible pas directement les sites et les objets d'importance culturelle, mais bien sûr on sait que ces sites et ces artefacts sont quand même impactés par la guerre. Par exemple, il y a beaucoup de musées qui ont souffert des incendies, de la destruction à cause des missiles qui ont touché trop proche des musées. Et donc voilà ce qui se passe en Ukraine. Ce qui est aussi important à comprendre dans cette situation, c'est l'intervention qui vient de certaines organisations et de certains pays. Donc pour un peu de contexte, on sait que l'ONU, ce qui est l'organisation mondiale, internationale qui est dédiée à la préservation de la paix mondiale, intervient dans la situation en Ukraine, pas politiquement, mais ils interviennent pour préserver certains objets d'importance culturelle au peuple ukrainien. Ce qui veut dire qu'ils ont pris une centaine d'objets, par exemple, de certains musées et les ont mis dans un musée à Genève, en Suisse, pour les garder saufs jusqu'à quand la guerre a terminé. Donc voici un exemple de l'intervention qui vient d'une autre organisation. On a aussi l'UNESCO, qui est la branche de l'ONU qui est dédiée particulièrement à la conservation et la préservation des sites qu'ils ont marqués dans des pays partout dans le monde. Donc pas juste en Ukraine, mais partout dans la Russie aussi. Et l'UNESCO intervient pour désigner, ils ont désigné 6 sites comme des sites de boucliers bleus. Ce qui veut dire que ces sites sont protégés avec ce titre sous une convention qui date des années 50, qui dit que si les sites qui ont comme titre ce titre de bouclier bleu, s'ils sont détruits dans une guerre par l'autre pays, par le pays qui essaye d'attaquer l'autre, ça va être considéré comme un crime de guerre. Donc effectivement, l'UNESCO a dit à la Russie que si la Russie cible ces sites directement, ces sites de boucliers bleus, l'UNESCO et l'ONU, parce que l'UNESCO fait partie de l'ONU, va le considérer comme un crime de guerre et cela va provoquer une réaction de ces organisations. L'UNESCO essaye aussi de solliciter l'aide d'autres pays européens. Ils demandent de l'argent, ils demandent de l'aide des personnes, des peuples européens pour essayer de conserver les monuments, par exemple, qu'ils ont toujours, ou pour chercher des personnes à l'aider. L'UNESCO a aidé l'organisation de l'UNESCO et ses efforts en Ukraine pour les aider à prendre des objets, des musées par exemple, et de les mettre quelque part autre où ils seront protégés du danger de la guerre.
Donc voici la situation en Ukraine. On passe maintenant à la situation en Iran. Cette situation est bien différente de celle en Ukraine, car ce n'est pas un autre pays qui commet la destruction du patrimoine culturel, mais c'est son propre gouvernement qui commet cette destruction. En Iran, le gouvernement iranien cherche soit à vendre, soit à détruire le patrimoine culturel des chrétiens et des bouddhistes dans son pays. Donc, il prend par exemple des objets faits en or et les vend sur la marché noire pour financer le gouvernement, pour financer aussi leurs actions politiques. Et ceux qui ne peuvent pas vendre, ceux qui ne peuvent pas vendre, ils détruisent. Pour juste effacer ce patrimoine qui n'est pas le patrimoine du groupe majoritaire en Iran, parce que l'Iran est un pays qui est principalement musulman. Donc voici la situation en Iran. Et finalement, les États-Unis. La situation aux États-Unis a des similarités avec l'Iran, mais la destruction de son patrimoine, au lieu d'être commis par le gouvernement, comme ce qui est le cas en Iran, est en effet commis par le peuple. Donc, aux États-Unis, on a une discussion au moment de si il faut détruire des monuments, par exemple, à des figures historiques d'importance dans l'histoire américaine. À des figures comme Thomas Jefferson, George Washington, s'il faut détruire des monuments à ces personnes parce qu'ils avaient des associations avec l'esclavage. Thomas Jefferson, par exemple, est bien connu comme un ancien propriétaire des esclaves. Mais donc, il y a cette question de s'il faut garder des monuments qui sont dédiés à ces personnes qui ont commis des actions horrifiques contre les esclaves. Alors avant qu'on commence notre discussion de ces questions, le dernier aspect que je voulais souligner est l'importance de cette question. Pourquoi même parler de cette question? La destruction du patrimoine culturel a des effets très sérieux sur l'identité d'un peuple. Pour illustrer ces effets, je vais donner l'exemple du Bénin. Alors, quand le Bénin a été colonisé par les Anglais ont découvert des plaques en bronze dans un des palais royaux en Bénin. Et quand ils ont découvert ces plaques, ils ont pris ces plaques, les ont ramenées avec eux, les ont volées, effectivement, du Bénin. Et quand ils ont fait cela, ça a créé un problème parce que ces plaques en bronze étaient une des seules manifestations physiques de l'histoire bénéenne. Parce que l'histoire bénéenne a été transmise non à l'écrit, comme ce qui est la tradition européenne, mais à l'oral. Et donc, il n'y avait pas vraiment des manifestations physiques. Et quand les Anglais les ont volées, et ces plaques sont toujours dans des musées européens, ils n'ont jamais été ramenés et retournés au Bénin. On a perdu ces plaques pour ce peuple, pour leur histoire, pour leur identité. Et quand on a volé ces plaques, ça a aussi fait qu'on a perdu l'ordre de ces plaques. Ce qui est un problème parce que ces plaques montraient une succession particulière des rois et maintenant, c'est complètement perdu. On ne sait même pas toujours aujourd'hui dans quel ordre étaient ces plaques. Alors, cet exemple montre pourquoi la destruction du patrimoine culturel est un sujet à prendre très au sérieux. Quand on efface, quand on vole le patrimoine culturel d'un peuple, ça a des effets très sérieux sur l'identité de ce peuple. Alors voici l'importance de poser cette question. Et dans ce podcast, on va essayer de démêler cette question compliquée dans le contexte des trois pays dont on a discuté, l'Ukraine, l'Iran et les États-Unis, et de trouver une réponse à la question de la destruction du patrimoine culturel. Quand faut-il l'arrêter?
Alors, une fois de plus, je suis jointe par Anna Rollins. Bonjour Anna. Bonjour. On va commencer par parler de la situation en Ukraine. Donc, dans l'introduction, on a parlé un peu de la situation en Ukraine et je veux vraiment votre avis sur si l'ONU et l'UNESCO doivent intervenir plus pour protéger les sites de patrimoine culturel en Ukraine ou est-ce trop dangereux? Personnellement, je crois que c'est vraiment important pour vraiment leur patrimoine, leur culture. C'est vraiment une partie de leur histoire. Et je crois que la Russie, elle attaque leur patrimoine culturel parce qu'ils savent que s'ils sont détruits, leur passé, c'est presque effacé, en fait. Oui. Et pour la question de est-ce que c'est trop dangereux ou pas, je peux comprendre que oui, c'est dangereux, je crois. Mais je crois que ça vaut bien le coup. Parce que l'Ukraine contre la Russie, c'est juste une grande disparité. Oui, c'est complètement injuste pour avoir ce petit pays qui est contre une puissance mondiale, vraiment. Et je crois que vraiment aussi l'Union européenne, elle devrait vraiment faire partir de l'aide. Oui. Et je crois que même je sais que c'était en février 2022 que la Suisse, je suis pas sûre des dates, mais la Suisse qui est connue pour être sa neutralité. Oui, neutralité, elle a cassé ce comment dire cette histoire de neutralité pour aider l'Ukraine. Et je crois que ça montre l'importance de vraiment protéger leur patrimoine culturel. Exact. Si un pays comme la Suisse reconnaît que c'est important d'aider, de faire quelque chose, ça montre qu'il faut avoir plus d'intervention, non seulement sur le niveau international, c'est-à-dire avec l'ONU, l'UNESCO, ces organisations mondiales, mais aussi juste du fait qu'il y a d'autres organisations en Europe qui doivent de l'aide à l'Ukraine, parce que c'est complètement injuste ce qui se passe. Oui, exactement. Quelle sorte d'intervention est-ce que vous croyez est appropriée pour la situation? Est-ce que c'est assez pour l'UNESCO de dire il faut protéger ces sites, il ne faut pas les détruire et si la Russie le fait, on va le considérer comme un crime de guerre? Ou est-ce qu'il faut faire plus? On a parlé du fait que les pays européens ont été demandés de l'aide, de l'argent, des personnes pour aider à rebâtir les sites qui étaient endommagés, mais aussi pour avoir de l'argent, pour conserver ces choses, pour prendre des artefacts de l'Ukraine et les amener autre part, comme en Suisse où on a pris ces objets, on les a amenés en Genève. Quelle sorte d'intervention est-ce que vous pensez est appropriée selon la situation? Je crois vraiment sortir les œuvres d'art de l'Ukraine, c'est vraiment... Je crois que c'est la meilleure réponse dans cette situation-là. Juste de sortir du pays où ils peuvent... oui. Et je ne crois pas que ça va vraiment aider l'UNESCO pour construire... Comme t'as expliqué, c'était les cibles bleues. Oui, les sites de ceinture bleue. Oui. Ou bouclier bleu, voilà. Bouclier bleu, voilà. Je ne crois que ça va pas être assez. Et même si ils attaquent, la Russie attaque ces sites, je ne sais pas si l'Ukraine va avoir assez de l'aide pour retalier. Oui, et ça mène vraiment à notre prochaine question. Est-ce que, ou même avec l'intervention de l'UNESCO, est-ce que vous pensez que la Russie va viser un jour ces sites directement, même si l'UNESCO a dit que ça va être considéré comme crime de guerre, ça va provoquer une réaction de ces pays. Est-ce qu'un jour la Russie va le cibler directement ou pas? Je crois que oui, évidemment, je crois. Je crois que c'est la... Parlons parlons comme une personne qui est dans la majeure des relations internationales, je crois vraiment que c'est dans
les meilleurs intérêts de la Russie de cibler directement ces sites de patrimoine culturel. Et je crois que la Russie va faire cela pour vraiment, premièrement, démontrer leur pouvoir, deuxièmement, pour vraiment montrer leur puissance contre l'Ukraine. Et détruire leur espérance, je crois. Oui, et c'est exactement comme vous avez dit tout à l'heure, où la Russie, la raison pour détruire ces sites et ces artefacts culturels, c'est parce que ça enlève cette identité culturelle. Leur histoire, Exactement. Et ce qu'on voit dans l'histoire du monde, c'est exactement la même chose avec, par exemple, les colonies français, anglais, où on trouve ces pays, enfin, on occupe ces pays en Amérique, en Asie, et on commence exactement à faire ça. On enlève leurs artefacts culturels, on les détruit, et comme ça, on enlève cette partie de l'identité culturelle, et après, ils peuvent devenir une partie de ce peuple colonisé. Oui, exactement. C'est dangereux aussi parce que ça a cette message de si l'UNESCO fait rien contre la Russie, ça veut dire que tous les autres pays ont le droit de faire exactement la même chose et ils vont savoir qu'ils vont avoir aucune réaction. Ça me rappelle beaucoup dont je parlais avant. Le portrait de la femme en or, elle s'appelait Adele Bloch-Bauer. Et, par Gustav Klimt, n'est-ce pas? Klimt, oui, exact. C'était une femme juive qui vivait en Autriche. Et quand les nazis ont occupé l'Autriche, son portrait a été volé par les nazis et puis dans les années 2000 a été restauré dans une grande musée autrichienne. Et la nièce de la femme dans le portrait, je me souviens pas du tout de son nom, mais sa nièce. Oui, sa nièce, elle l'a réclamé et l'Autriche a dit la même chose. Comment on va arrêter tous les autres personnes comment t'as dit comment on va arrêter tous les autres personnes de réclamer leur patrimoine, la mémoire de... Les choses qui sont importantes pour eux. Et au fin, elle a gagné. Et je crois que l'œuvre, elle est maintenant aux États-Unis, à New York. Je crois que c'est à New York, à des musées de Métropolitain, je crois. Oui, je crois. Et je sais que ça a été vendu pour des milliards. Presque milliards. C'est un Klimt. Oui, c'est un Klimt. Exactement. Et donc je crois que c'est vraiment la même chose. Ils ont essayé, je crois, d'effacer cette histoire. Et c'est juste... Personnellement, je crois que c'est absolument injuste. Oui. Et ça crée cette question, à qui sont vraiment ces objets, ces sites? Est-ce que c'est d'où ils proviennent originellement ou est-ce que c'est aux personnes qui les a volés? Et je crois que d'une façon, ça mène aussi à notre prochaine question. On va passer du sujet de l'Ukraine jusqu'au sujet de l'Iran pour parler de la situation là-bas. En Iran, on a il y a un problème où les gouvernements approprient des artefacts d'importance culturelle pour d'autres religions, c'est-à-dire pas l'islam, et les vendent ou les détruisent ils les vendent pour financer leur régime ou ils les détruisent complètement. Et certains historiens et archéologues sont dévastés par ceci, mais d'autres gouvernements et même l'UNESCO ne font pas grand-chose pour changer ces actions. Donc, parlons de comment cette situation compare à celle en Ukraine. Pourquoi, à votre avis, est-ce que l'UNESCO ne prend pas aussi sérieux cette situation? Est-ce que vous pensez que c'est parce que ces sites, ces artefacts, ils font partie de ce pays, c'est le pays qui détruit leur propre patrimoine culturel ou pourquoi, à votre avis? Je crois que c'est une grande partie de cela parce que ils peuvent pas trop faire, je crois.
Et déjà, je crois que c'est différent s'ils vendent pour financer leur régime. Ça dépend à qui ils vendent ces ils vont sur le marché noir, en fait. D'accord. Donc c'est des personnes des collecteurs privés, mais oui. Ok. Mais c'est pas au musée. D'accord. Non, oui. Ça fait que ces objets disparaissent complètement. Ok, j'aime pas ça du tout. Moi non plus. Ah, waouh. Bon, d'accord. Ouais, bon. Je crois que l'UNESCO devrait faire quelque chose, mais je ne crois pas qu'elle le fera, ou ça va prendre du temps, ou... Parce que, en fait, moi, j'ai pas du tout entendu parler de ça, et il faut vraiment que les autres nations... que les autres nations savent. Oui. Mais ça faisait partie de la discussion quand les États-Unis étaient... il y avait la guerre contre l'Iran. Parce qu'ils utilisaient ces objets pour financer leur régime. Aussi, c'était Al-Qaïda. Je crois aussi. Pas le gouvernement directement, mais c'était lui. Oui, il y avait aussi des connexions économiques à cette organisation qui prenaient ces objets, qui les utilisaient pour financer leurs actions. Et ça, c'est pourquoi aussi les États-Unis étaient entrés dans cette guerre, bien sûr. Mais parlons de si d'autres pays ou organisations intervenaient, quelles seraient les conséquences politiques et sociales pour ces pays, pour l'Iran? Est-ce parce qu'on a parlé de comment les États-Unis a intervenu, pas directement parce qu'il y avait cette vente des objets sur le marché noir, mais quels seront les effets ou les conséquences politiques et sociales pour l'Iran, à votre avis? C'est une bonne question. Merci. Je crois que pendant la guerre, tous les petits... je crois que pendant la guerre, tous les... Je sais pas comment dire, mais tout est politique. Et c'est vrai. Tout affecte tout dans l'économie et dans la vie sociale. Et je crois que si d'autres pays ou organisations interviennent, et on va voir tout comme une action politique. Ah oui, non, évidemment. Et je crois que l'Iran ou l'Irak, ils vont attaquer. Oui. Je crois que... Oui, c'est ça. Et je suis pas trop certaine de la population bouddhiste ou chrétienne, parce que c'est de ces groupes culturels qu'on prend ces objets soit pour détruire, soit pour vendre. Mais s'il y a une présence de ces groupes culturels en Iran, si on est en train de détruire, de vendre leur patrimoine culturel, je crois que ça va aussi rendre ces personnes, ça va leur faire sentir comme ils sont vraiment un groupe, pas juste minoritaire, mais moins que le groupe majoritaire, qui n'ont pas les mêmes droits, ni la même identité que la groupe culturelle majoritaire comme ils ont. Et là, je crois que ça peut mener à une guerre civile. Les bouddhistes... S'ils sont assez grands. S'ils sont assez grands, Non, c'est un très bonne idée. C'est important aussi à considérer des effets sociaux, non seulement de ce pays envers d'autres pays, mais aussi dans le pays lui-même. Oui, évidemment. Parlons d'une autre situation un peu similaire. Parlons de la situation aux États-Unis. Il y a ce mouvement au moment où on parle de détruire des statues ou des monuments à des individus comme Thomas Jefferson, George Washington, même Ulysses Grant, le président Grant, et parce qu'ils avaient des connexions avec l'esclavage. À votre avis, comment est-ce que cela diffère de la situation en Iran? Parce que c'est le même dans le respect que l'Iran et les États-Unis ne le font pas trop encore, mais ils
parlent, soit ils parlent, soit ils font directement, ils détruisent leur propre patrimoine culturel. Quelle similarité et différence est-ce que vous voyez? Donc, à propos de similarité, oui, ils détruisent leur propre patrimoine culturel et leur histoire, vraiment. Oui. Et je crois un grand aspect de préserver notre histoire, c'est d'assurer qu'on ne répète pas. Et donc, je crois que c'est pas une très bonne idée dans cet aspect-là, mais je me souviens que je crois que c'était en troisième que j'ai fait un projet sur un statut dans Nouvelle-Orléans à propos de Robert E. Lee, qui était un général pour les États confédérés des États-Unis, et que son statut a été détruit. Et une petite anecdote, c'est que lui-même, il n'avait même pas d'esclaves. Et je crois que c'est vraiment intéressant parce que... parce qu'ils veulent détruire ces statues parce qu'ils avaient des connexions avec l'esclavage. Et lui, il était juste le chef du côté qui battait pour maintenir l'esclavage. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et pour les différences, je crois que c'est le peuple américain elle-même. C'est eux qui veulent détruire ces statues, qui veulent les détruire. Oui, c'est important de remarquer, c'est pas le gouvernement qui est contre les bouddhistes ou les chrétiens. Oui, les chrétiens dans le sud Exactement. dans le sud des États-Unis. Donc, dans cet aspect, c'est différent parce que ça ne va pas provoquer de la guerre, je crois. Et les autres États et les autres nations, ils vont pas se concerner avec ça. C'est vrai. Et oui, parce que ça provient du peuple. L'UNESCO va être pas si concerné parce que c'est le peuple qui fait cette décision. C'est pas le gouvernement qui impose cette décision. Exactement. Donc je crois que ça dépend de qui tu demandes. Oui, bien sûr. Je crois que leur avis change à propos. Parlons des conséquences, soit de détruire ces statues, soit de les garder. Quelles sont les conséquences potentielles? Parce qu'on a déjà, si on les garde, on a déjà cette discussion, même cette discussion qui devient un peu violente, où on a déjà des personnes qui vont... qui détruisent ces statues déjà, même ils le font directement, ils prennent l'action eux-mêmes. Quelles sont les conséquences, à votre avis, soit de les garder, soit de les détruire? Bon, ça va dépendre de pourquoi... mais... parlons avec... garder ces statues. On va commencer avec ça. Quelles sont les conséquences? Je crois l'aine de la peuple. Je crois qu'ils ne vont pas aimer ça du tout. Et, certains n'aiment pas, certains l'aiment. Ça, c'est le problème. Je crois, au sud, je crois qu'ils veulent bien aimer ça. Et je crois que c'est plutôt au nord c'est intéressant aussi de regarder cette discussion parce que le Sud, de ce que je connais sur la situation, le Sud veut vraiment garder un peu ces statues parce qu'ils sont très fiers de leur passé. Leur patrimoine. Exact, le patrimoine. Et c'est les autres groupes dans les États-Unis qui regardent ces statues, qui ne sont pas dans leur région et disent il faut effacer ces statues. Donc... Ça va pas provoquer une autre guerre civile. Oui, pas les statues. Non. Heureusement. Doigt crasier. Oui, exactement. Oui, je crois que il y aura de la discussion et les garder, ça va plaire aux personnes du sud et les personnes au nord. Pas trop. Ils sont pas contents. Non. Mais cette idée de effacer le passé, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Et comme je l'ai dit avant,
l'idée de effacer notre histoire et... C'est un peu comme ce que la Russie essaie de faire en Ukraine. Oui, exactement. Pour rendre cette conversation où on a commencé, c'est pas notre gouvernement qui vient et qui essaie d'imposer cette destruction, mais ça vient du peuple. Oui. Mais c'est un peu comme ça, où on essaie d'effacer cette identité pour avoir une autre. Et je crois pour changer l'histoire, ce qui n'est pas bien, parce que comment pouvons-nous ne pas répéter ces erreurs Exactement. si on n'a pas ce patrimoine culturel? Oui, si on n'a pas une connaissance de ce qui s'est passé dans le passé, on va juste répéter ce qui s'est passé. Exactement. Oui. Bon, vous avez d'autres choses à ajouter? Non. Sinon, je vous remercie pour vos pensées. Merci beaucoup à vous. Et ça, toi, c'est... je vais te tutoyer. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour notre entretien aujourd'hui, mais je vous remercie d'être sur mon podcast aujourd'hui et de partager vos pensées avec moi. On passe maintenant à la partie du podcast où on analyse l'entretien et on discute en détail quelques-uns des défis qui ont été présentés dans l'entretien. Alors pour cette partie du podcast, je vais discuter 3 questions. Une question qui est liée à la situation en Ukraine, une question qui est liée à la situation aux États-Unis. Et je vais finir le podcast en discutant la grande question de quand faut-il arrêter la destruction du patrimoine culturel. Alors pour commencer, je veux discuter un des défis dont on a parlé dans l'entretien, celle de est-ce que la Russie ciblera un jour directement les sites d'importance culturelle en Ukraine, même avec l'intervention de l'UNESCO et de l'ONU. Et je pense que c'est complètement dans l'intérêt de la Russie de cibler directement les sites et les artefacts d'importance culturelle. Dans l'entretien et dans l'introduction, on a parlé du fait qu'une des façons les plus efficaces d'imposer son contrôle sur notre pays, sur notre culture, est de commencer par anéantir ces artefacts et ces sites d'importance culturelle. Parce que cela a des impacts irréversibles sur l'identité du peuple. Donc, la Russie, qui est évidemment très sérieuse dans sa conquête de l'Ukraine, je crois que c'est dans son intérêt de cibler ces sites et ces artefacts directement pour qu'elle puisse prendre contrôle de l'Ukraine et d'imposer sa propre culture sur le peuple ukrainien, parce qu'après qu'on en efface les artefacts et les sites d'importance culturelle, on efface ces manifestations concrètes de sa culture. Et ça fait que ça crée un trou dans l'identité culturelle que le pays conquérant peut remplir avec sa propre culture et ses propres façons de vivre. Donc, je pense que la Russie va cibler ces sites directement parce que c'est dans son intérêt. Et je crains que si la Russie ciblait directement ces sites, l'UNESCO et l'ONU, même avec leur déclaration que ça provoquera une réaction, je pense qu'ils ne feraient rien pour arrêter la situation. Et je pense cela parce que ils ont essayé d'intervenir dans la situation en Ukraine, mais ce qu'ils ont fait n'a pas vraiment protégé ni préservé les artefacts et les sites d'importance culturelle en Ukraine. Ils ont désigné ces sites comme boucliers bleus et on dit que cela va être considéré comme un crime de guerre si la Russie cible directement ces sites. Mais l'UNESCO et l'ONU n'ont pas le pouvoir, ou enfin ils n'emploieront pas le pouvoir militaire pour réagir contre la Russie si la Russie cible directement ces sites. Et la Russie sait ça.
parce que l'UNESCO et l'ONU n'ont pas réagi d'une façon politique pour protéger l'Ukraine. Et donc, la Russie sait que l'UNESCO et l'ONU vont juste issuer des déclarations et ça sera tout. Après ça, la Russie pourrait continuer avec sa conquête de l'Ukraine. Donc, je crains pour le patrimoine culturel en Ukraine parce que je trouve que c'est inévitable que la Russie cible ces sites directement et que quand cela se passera, que l'UNESCO et l'ONU ne feraient rien pour réagir à cette situation. Ensuite, on passe au défi des États-Unis, de cette destruction ou cette discussion de la destruction de certains monuments dédiés à George Washington, Thomas Jefferson, etc. Dans le contexte des États-Unis, faut-il protéger les symboles de notre patrimoine culturel, même si ces individus ne rappellent d'une partie de notre histoire que nous voudrons oublier? Dans cette discussion, il y a deux côtés de cette discussion. Il y a la côté qui veut protéger ces sites parce qu'ils veulent continuer à glorifier ce que ces personnes, ces figures historiques ont fait pour notre pays. On sait qu'il n'y aurait pas les États-Unis comme nous connaissons aujourd'hui sans Thomas Jefferson, qui a créé la Déclaration d'indépendance, qui a vraiment bâti le système de gouvernement que nous connaissons aujourd'hui. Mais sur l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui veulent détruire ces monuments parce que ces personnes avaient des connexions avec l'esclavage. Thomas Jefferson a été bien sûr un propriétaire des esclaves. George Washington a continué à soutenir cette institution dans les États-Unis tant qu'il avait le pouvoir d'effacer l'esclavage dans notre pays. Donc, il y a des personnes qui pensent que même si ces personnes ont beaucoup fait pour établir le pays que nous connaissons et que nous aimons aujourd'hui, qu'il faut détruire ces monuments parce qu'ils avaient des connexions avec l'esclavage. Je pense que c'est très important de conserver toutes les parties de notre histoire. Winston Churchill a dit qu'un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et je trouve qu'il avait vraiment raison. On répète notre histoire même avec les avertissements du passé. Par exemple, dans cette année, on commence à revivre une crise économique, ce qui est une répétition on répète cette partie de notre histoire parce qu'il y avait une crise économique en 2008 et bien sûr, il y avait la plus grande crise économique, la Grande Dépression en 1929. Donc, on répète l'histoire, même avec les avertissements, même avec les monuments et les artefacts qui nous rappellent de ce qui s'est passé. Et je pense que ces monuments nous permettent de sentir la gravité de ce qui s'est passé. Par exemple, les camps de concentration en Allemagne ont été conservés par le gouvernement allemand, même si c'est une partie très dure à se rappeler d'eux dans l'histoire allemande. Et je pense qu'en conservant ces sites, ça permet à une nouvelle génération qui n'a pas senti les effets de la Deuxième Guerre mondiale à vraiment sentir la gravité de ce qui s'est passé dans ces endroits. Et je pense qu'il faut conserver ces monuments, tous les monuments qui sont associés avec l'esclavage aux États-Unis, parce que c'est une chose d'apprendre à propos de l'esclavage dans un livre, un manuel scolaire. C'est une autre chose de marcher là où les personnes sont mortes ou de regarder les portraits des propriétaires d'esclaves et de penser à ce que les personnes, ces personnes pensaient, comment ils étaient. Je pense que c'est vraiment une expérience importante pour une nouvelle génération de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Alors, si on détruisait tous ces monuments et ces statues, je pense qu'on commencerait sur une voie qui mènerait à l'effacement total de cette partie de l'esclavage dans notre histoire. Et je pense cela parce que
les figures historiques qu'on veut détruire leurs monuments. Ils avaient des connexions avec l'esclavage, mais ils n'étaient pas tous propriétaires d'esclaves. Parfois, ils étaient juste des personnes qui maintenaient l'institution parce que c'était ce qui faisait partie de la culture à cette époque. Et si on voulait vraiment détruire des monuments qui ont à voir avec l'esclavage, il faut commencer avec les plantations qu'on conserve toujours comme des musées. Donc, si on détruisait ces monuments, je crois que ça mènera à l'effacement total de cette partie de notre histoire parce que c'est des monuments mineurs en comparaison à les plantations, par exemple, qui ont des connexions plus évidentes avec l'esclavage que ces figures historiques et leurs monuments. Et si on commence à détruire ces monuments, on commencerait après à cibler les monuments et les sites qui ont une connexion plus évidente. Et après ça, on effacerait toute cette partie de notre histoire. Et comme Churchill a dit, je pense qu'après ça, nous serons condamnés à répéter cette partie de notre histoire parce qu'on ne sentirait pas la gravité de ce qui s'est passé. Ensuite, on a juste 1 minute qui reste, moins 2, je vais juste vite finir, avec la question, quand faut-il arrêter la destruction du patrimoine culturel? Je pense que cela doit toujours être arrêté. À BYU, on est une école religieuse où on célèbre la diversité parmi les enfants de Dieu. Et le patrimoine culturel fait souvent partie d'une partie sacrée de l'identité d'un peuple. Et je pense que cela doit être conservé pour préserver cette diversité magnifique dans le monde. Je pense que les enfants de Dieu ont le droit de protéger leur patrimoine et je trouve que c'est très très triste quand leur patrimoine est traité comme inférieur à un autre patrimoine ou par une autre culture. Et je pense que si on préservait tous les sites et les artefacts d'importance culturelle, je pense que le monde serait plus compatissant. Car on aurait plus d'interactions avec des cultures qui sont différentes de les nôtres et on devrait apprendre comment réagir d'une façon compatissante à ces différences. Alors, voici mon podcast. Je vous remercie d'avoir m'écouté parler pour si longtemps. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez maintenant penser à ce sujet dans une nouvelle façon. Merci beaucoup.